Voici la quatrième partie, la quatrième vidéo qui accompagne le chapitre de mécanique des fluides 0 et qui traite de statique des fluides. Donc on a fait dans le grand 3 un bilan des forces et on a exprimé ces forces par unité de volume. Et donc maintenant, on en arrive un petit peu au cœur du chapitre, c'est-à-dire qu'on va invoquer la deuxième loi de Newton, appliquer à un système élémentaire de fluide au repos, et on va simplement écrire somme des forces égale 0, et on va chercher à exprimer cela localement en un point de l'espace, c'est-à-dire une équation en newton par mètre cube. Alors, voilà, donc je vous propose de faire ça dans votre tête, ou normalement, vous le savez, avec un papier et un crayon. Vous devez essayer de bosser ces cours avec un brouillon à côté de vous pour essayer de répondre aux questions représentées par ces puces là. Là, vous êtes capable de le faire de manière autonome et ça vous permet d'investir ce qui a été vu juste avant. Donc ici, je vous demande d'écrire justement que la somme des forces appliquées au système élémentaire qu'on considère depuis tout à l'heure est nulle. Donc allons-y, je passe à mon fichier manuscrit. Donc je rappelle, notre système, c'est un petit cube de fluide comme ça, de volume d'étau et de masse dm. C'est une notation que j'ai utilisée jusqu'à présent. Donc ça, c'est en un poème quelconque du fluide, ok, un petit volume, un petit élément de fluide. Et puis je vais appliquer donc ce PFD. Alors dans évidemment le référentiel terrestre galiléen. Voilà, bon, on a bossé, on va bosser bientôt pour montrer que le référentiel terrestre n'est pas parfaitement galiléen, mais disons que voilà, à l'échelle de quelques minutes ou de quelques minutes et de quelques mètres, on va dire que c'est une hypothèse tout à fait valide. Surtout pour un fluide qui est statique. Enfin bon, je reviens pas un peu là-dessus. Hypothèse galiléen, voilà. Et appliqué donc à ce système que j'ai dessiné. Donc c'est tout simplement dm fois l'accélération de ce morceau de fluide, qui vaut la somme des forces. Donc on avait la force de pesanteur, élémentaire parce que j'ai un système élémentaire, plus la résultante des forces de pression, que j'avais appelé comme ça, df aussi parce qu'elle est élémentaire, mais bon il y en a 6, et la somme ça fait ce terme-là. Bon, comme on est en statique, ce terme-là est nul. Ok, ça c'est une hypothèse de départ. Évidemment, bientôt, on fera la même chose, mais en dynamique des fluides, quand le fluide est en mouvement, et on tombera sur l'équation de Navier-Stokes, on va bientôt faire ça, mais pour l'instant, on en est là. Et je vous rappelle que mon objectif, c'est de faire apparaître des newtons par mètre cube. Ça, on a fait déjà tout à l'heure, donc on peut dire que on a ici ρg, c'est la force volumique, fois des taux pour la pesanteur, et puis on a dit que pour les forces de pression, voilà, la force volumique c'est moins grade de P, et fois des taux. Donc des taux, évidemment, se simplifient, et on trouve donc la relation fondamentale de la statique des fluides, écrite en vectoriel, donc moins grade de P plus ρ g flèche égale vecteur nul. Voilà, la relation fondamentale de la statique des fluides. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas tellement fondamentale, oui, la deuxième loi de Newton, c'est une loi fondamentale, c'est quelque chose qu'on postule au début de la théorie de mécanique. Là, disons que c'est plutôt une conséquence, on va dire que c'est plutôt une conséquence, mais bon, c'est un détail. Ok. Bon, si on essaye de projeter ça dans un repère cartésien fixe dans le référentiel terrestre, bon, typiquement on va prendre, voilà, il y a le sol ici par exemple, ah mince, hop, pardon, donc il y a le sol ici, ok, bon évidemment on suppose la Terre localement plate, et puis voilà, si je veux définir un repère, je vais définir en général EZ comme ceci vers le haut, et puis EX comme ceci, et puis EY, voilà. Par exemple, c'est possible. Et si je projette donc cette relation fondamentale de la statique suivant ces trois axes, voilà, suivant EX, j'obtiens quoi? Moins des rond P sur des rond X, et oui, vous vous rappelez que
L'expression du gradient en cartésien, vous devez la connaître, et vous vous rappelez que chacune des composantes, c'est la dérivée partielle suivant la coordonnée associée à l'axe. Donc on a ça. Plus 0, hein, la pesanteur, elle est suivant EZ, donc on obtient ceci. Suivant EY, on obtient la même chose, mais avec Y. Ok, voilà. Et suivant EZ, on obtient moins des ronds P sur des ronds Z. Et donc quand on projette G, je vous rappelle que G est vers le bas, donc quand je projette en appelant G sans flèche la norme, j'ai un moins qui apparaît, moins ρ G égale 0. Ok. Alors, de ces deux premières équations, ça on tombera assez régulièrement sur ce type de résultat. Alors, quand on voit que la dérivée partielle de P par rapport à X est nulle, bah, ça veut simplement dire que P ne dépend pas de X, tout bêtement. Et là, pareil, P ne dépend pas de Y. Souvent, j'écrirais ça de la manière suivante. Je dirais que P ne dépend que de Z. Donc, ce que je noterais de cette manière-là. Vous comprenez un petit peu cette notation. Et une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on peut tout simplement écrire la troisième composante suivant EZ avec un D droit. Oui, comme P finalement n'est fonction que d'une variable, maintenant on vient de le montrer, elle ne dépend que de Z, on peut écrire ça comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Bien, bah on déduit de ce résultat ici, tout simplement que la pression, alors ça c'était même, pardon, le résultat qu'on avait vu là, hein, d'accord, celui d'avant, ici que P ne dépend que de l'altitude. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez le lieu des points de même pression, ce qu'on appelle une surface isobare, d'accord, on pourrait dire une surface équipression, bon, plutôt isobare, on verra un certain nombre de surfaces équi-machin pendant l'année. Voilà. Bon. Là, une surface isobare, c'est le lieu des points de même pression, par exemple, le lieu des points de pression 0,9 bar. Eh bien, on voit que pour se balader tout en gardant la pression constante, eh bien, il faut que Z soit constant. Donc, on en déduit que une surface isobare, enfin, que le lieu des points est une surface déjà, et que c'est un plan horizontal. D'accord? Dans la modélisation de la Terre qu'on s'est donné, c'est un plan horizontal. Alors, vous voyez que si on revient à la relation de la statique des fluides sous forme vectorielle, et qu'on se souvient un petit peu de l'interprétation physique du gradient, regardons un petit peu, je peux essayer de dessiner ici, on a un point M, comme ça, je peux dessiner le gradient, hein, je vois ici que j'ai tout simplement grade de P, d'accord, qui est égal à ρ G. Et donc, si je veux dessiner le gradient de P au niveau du point M, ben, je vois que ça suit le champ de pesanteur. Donc voilà, je le dessine dans le même sens. Hein. Donc là, j'ai grade de P au niveau du point M. Et donc, vous vous rappelez, on avait dit si on déplace notre regard ici, on part du point M et on suit la flèche du gradient, eh bien, on voit des pressions qui augmentent. D'accord? Donc, on en conclut que sur Terre, quand on descend verticalement, la pression augmente. Quand on monte verticalement, la pression diminue, et quand on se déplace horizontalement, la pression reste constante. D'accord? Alors, là, évidemment, c'est un raisonnement local, mais comme le gradient a la même direction et le même sens pour tout point M de l'espace, eh bien, on retrouve ce qu'on avait vu ici en projetant, c'est que les surfaces isobares sont des plans horizontaux. Une petite remarque concernant la statique des fluides en général, en première année, vous vous souvenez de cette formule, d'accord? Et moi, je ne veux pas que vous fassiez ça. Vous devez vous rappeler que de la forme vectorielle. Pourquoi? Parce qu'elle est indépendante de tout système de coordonnées. Okay? Et en plus, parce que par la suite, quand on fera de la mécanique des fluides, où le fluide bouge, eh bien, on retrouvera ces termes du côté des forces, d'accord? Évidemment, quand le fluide bouge, il y a toujours des forces de pression, il y a toujours la pesanteur, donc il y a aussi d'autres forces, okay, il y a aussi une accélération, donc on aura des termes en plus dans ce qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes, mais on retrouvera ces deux termes. Donc apprenez tout de suite à repérer ces deux termes et à les interpréter physiquement. Il faut vraiment voir dans cette équation locale, qui est, comme je l'ai dit, en newton par mètre cube, il faut vraiment voir ça, c'est les forces de pression qui agissent sur votre petit cube élémentaire, et ça, c'est la force de pesanteur. Alors attention,
souvent, l'interprétation physique d'une équation locale se fait facilement en invoquant, vous voyez ici, des newtons. J'ai dit que ça représentait les forces de pression, et ça représentait la force de pesanteur. Alors, si je veux être rigoureux du point de vue du vocabulaire, dans cette équation, ça représente la force volumique associée aux forces de pression, et ça, la force volumique de pesanteur. Mais, voilà, quand on est à l'oral, quand on est entre nous, voilà, on va tout simplement dire, ça c'est la force résultante des forces de pression sur le volume élémentaire, et ça, c'est la force de pesanteur. D'accord? Parfois, quand on se comprend, quand on sait à qui on s'adresse, on peut faire comme ça des raccourcis de vocabulaire, où on semble faire une erreur en matière d'unité, mais on se comprend. D'accord? Vous verrez que souvent les équations intégrales sont, là, par exemple, en newton, et l'équation locale est en newton par mètre cube. Bon, on peut interpréter physiquement une équation locale en se référant finalement au terme de l'équation intégrale, ce qui ici serait par exemple ce terme-là pour la pesanteur et ce terme-là pour les forces de pression. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut garder en tête dans cette relation fondamentale de la statique sous forme vectorielle, c'est l'interprétation des termes. Là, on a les forces de pression sur notre cube élémentaire, et là, la force de pesanteur. Un mot rapide sur l'appellation de ce moins grade de P, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais vous voyez que moins grade de P, c'est marqué dans mon PDF, dans mon poly, on appelle plutôt ça l'équivalent volumique de la résultante des forces de pression. Alors que ce terme-là, on l'appelle force volumique de pesanteur. Alors pourquoi dans un cas on dit équivalent volumique, alors que là on dit force volumique? Simplement parce que fondamentalement, la pesanteur s'applique en tout point du fluide, du système élémentaire qu'on s'est donné. Alors que les forces de pression, elles, s'appliquent sur la surface externe de notre système élémentaire. Et finalement, quand on parle de force volumique pour la pression, on dit, bah tiens, c'est comme si, finalement, on exprimait une force par unité de volume, alors que, fondamentalement, cette force ne s'applique pas dans le volume à l'intérieur de notre système. C'est un détail de vocabulaire, vous pouvez oublier immédiatement ce que je viens de dire, on vous en voudra jamais si vous parlez de force volumique de pression. Pour terminer ce premier paragraphe, une dernière remarque pour continuer le chapitre, parce que là finalement, voilà, on est tombé sur l'équation pivot du chapitre de statique des fluides en référentiel terrestre galiléen de champ de pesanteur uniforme. On est tombé sur une équation aux dérivées partielles initialement. Bon là, on a même montré qu'on pouvait se ramener à une équation différentielle tout court, avec une fonction ici et une variable. Il faut voir ici, il faut faire attention, on a une équation scalaire, une équation différentielle scalaire, mais on a deux champs inconnus. Là, ça ne se voit pas forcément dans les notations que j'ai utilisées, mais n'oubliez pas qu'il y a ici à la fois le champ de pression, qui dépend de la position, mais aussi le champ de masse volumique. Donc, on a deux champs inconnus et une seule équation. Donc là, il nous manque clairement une équation scalaire pour pouvoir avancer. Et c'est un peu ce qu'on va se donner, évidemment, dans la partie grand 5 et dans la partie grand 6, où on va appliquer cette formule dans le cas d'un gaz et dans le cas d'un liquide homogène. Eh bien, je vous demande dans le poly, dans le PDF, quelle peut être cette équation? Eh bien, clairement, c'est une équation d'état. C'est pour ça qu'on va devoir spécifier le type de fluide qu'on étudie et invoquer les deux grands modèles que l'on a, donc gaz parfait pour les gaz et puis phase condensée incompressible pour les liquides. Et on va devoir invoquer ces modèles simplificateurs pour se donner une équation d'état qui va nous donner une relation entre ρ et P, et c'est ça qui nous permettra de résoudre cette équation différentielle. Mais avant de passer à cette partie grand 5 et cette partie grand 6, on va terminer cette partie 4 par un calcul. Voilà, c'est comment redémontrer très vite la relation fondamentale de la statique des fluides quand on est sur Terre, supposée localement plate, etc. Bon, typiquement, ce sur quoi on est tombé tout à l'heure. En gros, l'idée fondamentale ici, c'est de manière un peu détournée, ça revient à redémontrer que la force volumique, la résultante des forces de pression, c'est moins grade de P. Donc ça peut exister à l'écrit, bon, ça devient assez rare, mais à une époque, ça pouvait tomber régulièrement. Il pouvait y avoir une partie dans un sujet d'écrit comme ça, où on vous demandait de redémontrer la relation fondamentale de la statique des fluides. Et
soit vous faites finalement le calcul de première année qui revient à démontrer que la force, enfin les 6 forces de pression sur les 6 faces élémentaires de notre système élémentaire, la cubique, c'était moins grade de P fois des taux. Voilà, ça revient finalement à faire cette démonstration, si vous voulez. Mais en première année, vous l'avez peut-être fait en considérant les 6 faces, c'était un petit peu long, etc. Là, ce que je vous propose, c'est la façon la plus simple pour retrouver bien plus rapidement ce fameux dp sur dz plus ρg égale 0. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, et c'est ça que vous devez faire si on vous demande de redémontrer la relation fondamentale de la statique, c'est de bosser uniquement suivant l'axe vertical, finalement. D'accord? Donc, on va dessiner une tranche élémentaire, hein, avec une extension verticale. On ne va même pas dessiner la profondeur de cette tranche suivant l'horizontale. Donc on va se ramener à un travail dans le plan, ce sera même plus facile à dessiner. Et on va simplement invoquer l'invariance du problème par translation dans le plan horizontal. Et on en déduira de ce constat d'invariance du problème par translation dans le plan horizontal que tous les champs doivent être indépendants de la position suivant l'horizontale. Alors, à ce stade de l'année, ça peut vous paraître un peu bizarre, hein, on remarque une invariance et on en déduit une dépendance des champs avec les coordonnées de position, de là où on regarde. Mais ça, vous allez voir qu'en électromagnétisme, on va beaucoup faire ça, et qu'à la fin de l'année, ce type de raisonnement vous paraîtra extrêmement trivial, enfin, ce sera vraiment une habitude chez vous. Là, évidemment, je l'invoque à ce stade de l'année, c'est moins intuitif à ce stade de la formation. Donc, voyons un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, voilà. Donc, je fais comme tout à l'heure, hein, finalement, juste avant de projeter. Je dessine ici le sol. Je définis un axe, enfin un repère cartésien avec un axe Z comme ça. Je prends Z égale 0 au niveau du sol. J'en ai peut-être pas besoin tout de suite, mais voilà. Mon fameux axe EX comme ceci, et puis l'axe EY pour faire un trièdre direct. Voilà. Et puis, je vais, donc là j'ai mon axe EZ, je vais dessiner mon système élémentaire. Donc là, au lieu de dessiner un cube, je vais dessiner une tranche. Puis vous voyez que je me place vraiment dans le plan, comme ça. Je dessine pas son extension. Je pourrais comme ça dessiner une extension dans le plan horizontal, mais je le fais pas. Je reste comme ça dans le plan. Et puis je repère ici le bas de ma tranche par une coordonnée Z, et le haut de ma tranche par la coordonnée Z plus DZ. D'accord? Bon, quand on fait le raisonnement général en 3 dimensions, on fait un peu la même chose, sauf qu'on repère le bas et le haut par Z et Z plus DZ, mais on repère aussi l'avant et l'arrière avec Y et Y plus DY, et puis la droite et la gauche avec X et X plus DX. Mais bon, là l'idée c'est de ne raisonner que suivant une dimension. Voilà. Donc on a ici une surface, ici je peux même ne pas prendre élémentaire, je vais même l'appeler S, ok, et donc on a directement le volume des taux, ça c'est facile, c'est la surface fois des Z. Hein, j'exprime tout de suite le volume élémentaire de mon système. Donc ça c'est mon système. Je fais un bilan des forces, hein, vous savez que vous avez donc la force de pression ici. Alors, voilà la force de pression que je vais appeler FP ici, FP1, je vais l'appeler comme ça. Et là, on a FP2, si vous voulez. Et puis, j'ai évidemment le poids. Bon, j'aurais dû mettre des dédroits parce que c'est des forces élémentaires. Alors, peut-être pas les forces de pression, mais au moins la force du poids. Bon, ici, je suis un peu léger sur une notation. Ça, c'est pas très grave. Vous verrez que je le serai à plusieurs reprises cette année. On vous en voudra évidemment pas au concours. L'idée, quand on utilise des notations, c'est d'être sûr de ce que ça désigne. D'accord? Si là, je mets pas des dédroits pour signifier qu'une grandeur est élémentaire, et que ça me gêne pas dans mon raisonnement, c'est pas très grave. Donc, allons-y, on va dire donc le PFD sur mon système, ok? Et donc, je vais dire, somme des forces égale 0, donc j'ai, voilà, 0 égale force de pesanteur plus FP1, ok, et plus FP2, très bien. Alors, la force de pression numéro 1, c'est simplement, alors là justement, je vais faire apparaître la pression, eh bien c'est, donc là on a dit que la pression était une grandeur qui ne dépendait pas de X et Y, hein. C'est ce que j'ai dit
suite à l'invariance du problème par translation horizontale. En gros, la pesanteur ne change pas, la géométrie du sol ne change pas, toutes les causes de la situation étudiée sont invariantes quand je me déplace dans le plan horizontal, et donc les conséquences, l'expression notamment du champ de pression, doit être indépendant également de x et de y. Donc là, sur la surface du haut, la pression est constante, c'est la pression en z plus dz. Et donc là, je mets la surface c'est S, et maintenant, je dois préciser la direction et le sens, donc la direction c'est EZ, et sur le dessin, je vois bien que ça va vers le bas, donc c'est 1-. Pour la force de pression numéro 2, c'est la même idée, sauf que là, c'est la pression à l'altitude Z, toujours fois S, et puis là, je vois que la flèche est vers le haut, donc je suis bien suivant plus EZ. Pour la force de pesanteur, bah, c'est tout simplement dm fois G, c'est-à-dire moins GZ, ok. Et ici, on va dire ρ en Z des taux, avec des taux qui est S dz. Alors vous allez me dire, ici, je fais une petite pause, parce que ça, on tombera assez souvent sur cette situation. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez pris ρ en Z, alors que finalement, ma tranche s'étale entre Z et Z plus dz. Finalement, pourquoi pas écrire ρ en Z plus dz? Et pourquoi pas écrire ρ en Z plus dz sur 2? D'accord? Alors ici, on fera toujours la même chose. Comme mon système est verticalement mésoscopique, c'est-à-dire de taille élémentaire, et que à l'échelle mésoscopique, ben justement, les champs intensifs, donc notamment la masse volumique, est uniforme, ben je peux prendre ce que je veux. Vous avez envie de prendre ρ en Z plus dz sur 2? Vous pouvez, d'accord? Évidemment, ici, on s'arrangera toujours pour faire le plus simple. Donc il est clair qu'ici, dans toutes les possibilités que j'ai, le plus simple, c'est d'écrire Z. Okay, gardez cette recette en tête et vous verrez que ça marchera à tous les coups. On fera ça systématiquement cette année, vous verrez que ça ne posera jamais aucun problème. Bon, allez, je synthétise tout ça. On fait la somme et on dit que ça fait 0. Donc, j'ai P de Z moins P en Z plus dz fois S, j'ai factorisé, moins ρ Z, et là aussi un S dz. Là j'ai projeté suivant EZ, j'écris tout de suite une équation scalaire, et ça fait 0. Ici, alors ça doit être un réflexe, hein, c'est comme quand vous voyez écrit 4/6, quand vous voyez la fraction 4/6, instantanément dans votre tête, il y a 2/3 qui apparaît. Vous n'avez même pas fait exprès, c'était un automatisme. Bah là, de la même façon, en SP, quand vous tombez sur une forme de ce type-là, il faut tout de suite repérer que c'est une variation élémentaire. Alors là, d'ailleurs, c'est plutôt moins la variation élémentaire qu'on a définie jusqu'à présent, et on invoque tout de suite Taylor-Young au premier ordre, et on écrit que c'est donc moins dp sur dz, évalué en z bien sûr, fois dz. Ok? Bon, ça, je vous renvoie au grand 1 de ce chapitre, hein, où on avait dit que P en Z plus dz moins P de Z, c'était une variation élémentaire, ça s'écrivait même éventuellement dp, et on pouvait invoquer Taylor-Young premier ordre pour trouver ceci. Okay, bon, là, comme finalement, ben, il y a un signe, hein, il y a un moins par rapport à ce qu'on a vu aux notations du grand 1, ben, c'est pour ça qu'il y a un moins ici. Ok, donc ça, vraiment, il faut que ça vous apparaisse à partir de maintenant comme quelque chose d'absolument évident. Dans le grand 1, c'était f de t plus dt moins f de t, hein, c'est la même idée. Ici, on simplifie évidemment par s, on simplifie par dz, et on trouve dp sur dz plus ρ, j'avais oublié le g là-bas, je le mets là, ρg égale 0. D'accord? Voilà, donc vous voyez que on retrouve la relation de la statique des fluides projetée suivant l'axe z vertical orienté vers le haut. Ok? Voilà. Ça permet de retrouver cette projection de la relation vectorielle suivant le z très rapidement. Si on vous demande de redémontrer la statique des fluides sur Terre, supposée localement plate, faites ça, d'accord? Ne refaites pas la démonstration avec le petit cube, les 6 faces, c'est trop long, et ça va beaucoup plus vite.